Ok, c'est tout bon. Et du coup, bonsoir à tout le monde. On est sur TCAP Action. Et du coup, ce soir, on va travailler sur soigner le mal par le mal. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? On va y revenir. Euh, Romuald et Cécile sont avec moi. Voilà, faire un petit signe quelque part voilà, sur l'écran, fidèle au poste, et puis d'autres aussi. Du coup, on va passer sur l'enregistrement et ensuite on reviendra tous ensemble. Je vais nous refaire notre présentation, même si je pense que vous êtes fatigués de cette présentation parce que maintenant vous nous connaissez presque par cœur. Voilà, donc est-ce que c'est tout bon? Me dire, mes collègues, qui c'est tout bon? On voit tout à la télé? Oui, oui, c'est bon. Voilà, j'ai toujours un coup de stress moi aussi avec ça. Voilà, donc TCAP, hein, c'est encore une fois une association de faits et de principes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'entité et on fait ça avant tout par plaisir, voilà, pour pouvoir tenter d'aider un petit peu un autre auteur autour du soin, de l'attention et du soin, hein, autour des troubles des conduites alimentaires. Tenter de donner de la compétence aussi pour ceux qui veulent bien se former et s'informer. Ça ne veut pas dire seulement les soignants d'ailleurs, ça veut dire l'entourage aussi, pour que les aidants puissent aider euh, avec plus de justesse, ce qui n'est pas toujours évident. Et pour les patients aussi, pour pouvoir se sentir à nouveau voilà, capable de faire, retrouver le sentiment de compétence face à une maladie qui envoie souvent dans l'impuissance. Alors, ce soir, on va travailler sur on ne soigne pas le mal par le mal. Alors, on est là tous les trois. Romuald, depuis des années, qui est sophrologue et qui est en train de, voilà, qui aura bientôt son titre de psychothérapeute. Cécile, qui est diététicienne depuis un certain nombre d'années, diététicienne nutritionniste, et puis qui fait plein de formations à côté. Donc, je sais plus comment on doit l'appeler. Et puis moi, donc, qui suis psychothérapeute, psychotraumatologue, et tous les trois, une de nos spécialités, c'est les troubles des conduites alimentaires. Je pourrais presque dire d'ailleurs, c'est aussi un peu notre dada. Parce qu'on le fait avec un vrai plaisir, pas par plaisir de voir des gens malades, absolument pas, mais aussi par un plaisir autour d'une pathologie qui nous demande toujours d'aller plus loin. Et puis, du coup, voilà, d'avancer ensemble. Et soigner le mal par le mal, j'ai dû mettre la mauvaise étiquette parce que du coup, normalement, c'est un R. Je m'aperçois que j'ai fait une bêtise. Voilà, j'avais fait rectifier par Romuald, mais c'est moi qui l'ai mal noté là aussi. Donc, on ne soigne pas le mal par le mal. L'idée de ce soir, c'est d'aller voir voilà, un petit peu sur ce biais-là. Et je profite aussi euh, pour vous faire la présentation du livre qui est sorti aujourd'hui. Alors, j'ai déjà eu le désagrément qu'on me dise sur Facebook que c'est bien de faire sa pub, mais de façon un petit peu agressive. Alors, je suis navrée, je suis pas là pour faire ma pub. Je ne savais même pas quand j'ai proposé la conférence ce soir que le livre sortirait le 21 mai, puisqu'il devait sortir la semaine des TCA. C'est un petit prématuré, il est arrivé un peu en avance. Mais tant qu'à faire, je vais vous le présenter quand même, parce que c'est un bébé qui nous a pris beaucoup de temps au professeur Hugo et à moi. Et je ne sais pas si en faire la pub. Parce qu'au fond, mon boulot, c'est pas d'être auteur, hein, c'est surtout de tenter de véhiculer un message. Et dans ce livre, on a tenté effectivement de transmettre des messages qui, j'espère, seront utiles. Et je le dis tout de suite, voilà, j'espère que ça sera aidant pour beaucoup d'entre nous. Alors, soigner le mal par le mal, non, non, non. En tout cas, nous allons tenter de faire autrement. Alors, je suis allée rechercher cette expression. Elle date de plusieurs années avant Jésus-Christ, hein. C'est une expression d'Hérodote, un historien grec, en tout cas ce qui ressemblait à un historien à cette époque-là. Et le proverbe, en vérité, vous savez que j'adore jouer avec les mots, il a un peu deux sens. Alors il y a cette idée de soigner le mal par le mal, en réalité, c'est pour affirmer que parfois, effectivement, on peut utiliser les mêmes moyens que le mal pour le traiter. C'est un peu le principe du vaccin, d'inoculer un petit bout, une petite part, une petite proportion du virus, de façon à créer de quoi s'immuniser en cas d'attaque plus forte ensuite. Euh, Au fond, est-ce qu'il y aurait un vaccin dans le trouble des conduites alimentaires? Quelque part, il y a quand même un petit peu de soigner le mal par le mal, parce qu'on va bien être obligé de remanger pour pouvoir reprendre le cours de sa vie et sortir du trouble alimentaire. Une partie passe par effectivement reprendre de la nourriture. Donc, il y a quand même cette idée qu'on va soigner une partie du mal à manger par le mal.
Voilà, quand même. Et il y a aussi derrière cette citation ce qu'on appelle la prescription du symptôme. C'est que parfois, il y a des thérapeutes très célèbres hein, qui sont servis d'un symptôme. Les gens venaient les voir parce qu'ils avaient des symptômes et ils prescrivaient le symptôme à l'excès. Je donne un exemple tout bête, c'est par exemple, vous fumez trop et puis on va vous prescrire de fumer 3 fois plus, possiblement jusqu'à l'écœurement. Et là, vous cesserez de fumer. Voilà, ça a été prouvé aussi comme technique. Euh, Est-ce que dans le cas des troubles des conduites alimentaires, on peut aussi prescrire le symptôme? Ben, quelque part, il y a un tout petit peu de ça quand même dans la démarche. C'est que qu'on mange de trop, qu'on mange pas assez, qu'on ne mange pas ci, qu'on ne mange pas ça, quelle que soit la forme du TCA, à un moment, il va bien falloir aussi que dans les prescriptions, il y ait la réalimentation. Donc on a un petit peu quand même, j'ai pris vraiment cet adage en disant, on ne soigne pas le mal par le mal sur certains aspects, mais sur d'autres, on est quand même obligé de repasser par une forme de, voilà, on amène le mal pour guérir de ce qui va mal. On va lui préciser tout ça. Et l'autre aspect de on ne soigne pas le mal par le mal, ou on peut soigner le mal par le mal, c'est d'éviter d'avoir recours à la violence. Parce que effectivement, l'autre idée du mal, c'est faire mal pour que ça rentre dans nos têtes et faire mal pour que vraiment la personne s'en souvienne. Voilà. Donc, quitte à proférer des menaces et avoir recours à la violence, comme parfois en éducation, ça, c'est l'idée. Peut-être que cette partie-là, on va pouvoir s'en départir. Surtout que finalement, faire apprendre quand les gens ont peur ou quand ils sont douloureux, on sait aujourd'hui que c'est très mauvais. Le meilleur moyen pour apprendre, pour un cerveau humain, c'est d'être dans le plaisir. Alors, mon propos du jour, je vais l'illustrer de plusieurs façons. On soigne donc la dénutrition, la malnutrition en fonction du TCA par la renutrition. Donc, quelque part, on soigne un petit peu le mal par le mal. Et on va dire, on soigne le manger mal par du manger bien. Même si ça semble faire du mal, en tout cas, à un moment donné, dans le soin pour les patients, ça semble faire du mal. Euh, mais sans manger, c'est difficile quand même de fonctionner et de survivre au long cours. Pour quelles raisons aurait-on euh, cette idée qu'un besoin, parce que c'est un besoin vital, l'alimentation, essentiel à la vie, peut faire du mal? Ça, c'est une grosse réflexion parce que je vous rappelle que le TCA, c'est les troubles de la conduite alimentaire et la conduite alimentaire, c'est pas simplement ce que l'on mange, c'est aussi tout ce qui va autour. Donc, il y a toute la conduite psychosociale à aller regarder. Le vrai mal serait-il ailleurs? Je pose la question. Croire que l'on peut sculpter le corps à volonté selon ce qu'on mange, et du coup, dans ces cas-là, c'est au corps qu'on fait mal. Donc derrière cette pathologie, il y a le corps. Et est-ce que quand le corps fait mal, on doit le traiter à la dure et lui faire encore plus mal? Ce sont des vieilles méthodes qui ont été explorées à un temps. Aujourd'hui, on est quand même davantage à tenter de traiter le corps avec douceur quand il est dans la douleur. Le mal est partout et voilà, on peut faire plier ou combattre le mal, hein. Finalement, dans le monde, on fait la guerre pour obtenir la paix, alors, ce qui est quand même incroyable, hein. On se combat pour obtenir la paix. Dans le cas des TCA, est-ce que si on tente effectivement de se mettre en guerre contre lui, mais des fois on dit qu'on est en guerre contre la maladie, c'est pas vrai. La maladie, elle est bien accrochée sur les personnes, donc les porteurs de maladie, on va leur faire la guerre aussi. Donc c'est vraiment se dire, c'est non, l'idée c'est pas d'aller en guerre contre quiconque, mais par contre c'est de se rassembler pour tenter de faire la paix et réparer ce qui est discordant à l'intérieur de la personne et discordant avec les relations qu'elle a autour d'elle. Alors, première étape, on soigne la dénutrition, malnutrition par la renutrition. C'est vrai que possiblement, ça c'est un petit clin d'œil à Cécile, ça serait à elle de le reprendre une prochaine fois de façon plus explicite. Alors, bien sûr que l'idée, pour pouvoir être en vie, c'est de manger. Manger suffisamment bien, manger de façon à fonctionner correctement, à grandir quand on est en pleine croissance et à continuer à fonctionner, puisque c'est vrai que c'est ce qu'on oublie parfois, mais on a besoin de manger tout au long de notre vie. Parce que la croissance, c'est pas simplement grandir, hein, c'est aussi fonctionner en permanence et se maintenir en bonne santé. Et là, ce qui est difficile en TCA, c'est difficile de manger parce que possiblement, on imagine que penser fait du mal. Et ça va nous amener à travailler, mais comment alors est-ce qu'on est sur un besoin vital? Est-ce qu'on peut arriver à un état où on pense que ce qui nous fait du bien, qui est vital, peut nous faire du mal?
Donc ça va amener des réflexions, travailler sur les croyances. Alors, hein, je vous laisse penser aussi, réfléchir pour les gens qui sont là, patients ou entourage, et même soignants, c'est mais comment est-ce que manger pourrait nuire à la santé? Comment est-ce qu'on a pu accéder à ça? Les croyances, ça commence par l'expérience et on avait fait une conférence dessus, ça commence dans l'enfance. Donc en absorbant des modèles qu'on a autour de nous, hein, et l'idée, c'est pas de taper sur les parents, mais qui est l'entourage quand on est petit. Au départ, c'est on regarde aussi comment les parents mangent. Donc, fonction de ce que les parents émettent, est-ce qu'effectivement on croit vraiment dans une famille que manger, ça permet d'être en bonne santé, ou est-ce qu'on peut aussi penser que ça fait du mal? Je vous rappelle qu'il existe aussi des pathologies, malheureusement, et ça, c'est des expériences importantes à prendre en compte, ou par exemple, si on souffre de diabète, il y a un membre de la famille qui souffre du diabète, il est évident que manger certaines choses peut d'ailleurs coûter la vie. Donc manger, parfois, ça pourrait aussi faire du mal. Donc les croyances, ça se travaille pas en luttant contre, non plus en tapant dessus, mais vraiment en essayant de comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver à cette idée que manger pourrait nuire à la santé, alors que normalement, manger est un besoin, une nécessité vitale. Travailler aussi ce que l'on se dit de la nourriture, des repas, de manger, de la façon de manger, parce que tout entre en compte. Une fois qu'on se retrouve devant son assiette, le trouble alimentaire, c'est pas que la seule nourriture qu'on a face à nous, c'est tout ce qu'il y a autour et sur lequel je vais revenir après. Comment relie-t-on donc manger et se faire du bien ou se faire du mal? Voilà, parce que l'idée, c'est de travailler, mais comment effectivement on peut en arriver à penser que manger fait du mal et comment d'autres peuvent penser que manger fait du bien. Voilà, de façon à faire les liens et de pouvoir ramener tout le monde dans le même monde, le monde où manger fait du bien, aussi fort que dormir fait du bien, aussi fort que devoir boire fait du bien. Euh, voilà, il y a des choses qui sont absolument nécessaires. Comment a-t-on relié à l'excès, donc manger aussi comme récompense ou comme punition dans certaines familles, qui fait que là, on voit bien que possiblement, si manger est une récompense, c'est associé à bien, si manger est une punition, c'est associé à mal. Donc, c'est d'aller voir aussi comment on a possiblement, et de façon assez, ça fait quelques générations que ça dure, de se servir de la nourriture comme récompense. Voilà. Ce qui est pas tout à fait ajusté, même si il est évident que la nourriture, tant qu'à manger, autant manger quelque chose qui nous fait plaisir. Et pire encore, l'idée aussi, comment est-ce qu'on est arrivé à faire de la nourriture une monnaie d'échange de la relation? Fais plaisir à maman, fais plaisir à mamie, mange ton assiette, quitte à manger un truc que je n'aime pas. Voilà. Donc, on a tout un tas de choses à travailler. Donc, aller voir les croyances et comment est-ce qu'on a associé manger et se faire du mal. Alors, la solution face à tout ça, hein, on dit bah, la solution est dans le problème. C'est très réactionnaire, hein. Il y a un praticien en hypnose qui disait la solution est dans le problème. Et réellement, manger, remanger va aider à sortir du problème qui est le trouble alimentaire, qu'on soit dans le trop ou dans le pas assez. Euh, c'est une réalité, il y a un esprit sain dans un corps sain, partout sur Internet, alors j'ai trouvé des pyramides, j'ai trouvé des écrits dans tous les sens, il y a partout, on nous explique que manger est la solution pour être en bonne santé. On reviendra sur le fait que tout à l'heure aussi, que partout on nous explique que manger, possiblement, ça peut nuire à la santé. C'est là qu'on devient un petit peu fou. La solution, donc, est dans le problème. Manger est la solution. Et on va ajouter une dimension, c'est que la relation, ça prévaut sur l'alimentation. Avec qui on mange, comment on mange, dans quelle ambiance on mange, c'est très important. Manger, c'est plus que s'alimenter. Là, vous avez un homme très souriant. J'avais jamais trouvé de photo de lui, donc je trouve qu'il a une figure très attachante. Là, c'est Abraham Maslow hein, qui a créé, et ça fait des années maintenant que on dispense les besoins fondamentaux avec la pyramide donc d'Abraham Maslow, où on remarque qu'on a les besoins physiologiques et dedans, en priorité, on retrouve manger, boire, dormir, voilà, et les besoins de sécurité, tous ces aspects-là. Donc cet homme-là, et ça a été véhiculé partout dans le monde, il confirme bien que dans les besoins fondamentaux, on a ces besoins physiologiques. On va ajouter une dimension, euh, voilà, on pourrait en discuter qu'Abraham, mais il n'est plus là, c'est que le premier besoin de l'humain, c'est la relation. Et c'est pas simplement par rapport au livre que je vous dis ça, c'est que un bébé seul, ça n'existe pas. C'est une citation de Winnicott et que Bowlby a repris aussi, hein, tous les gens qui ont travaillé sur le bébé et l'attachement. Il faut
quelqu'un pour donner le sein ou quelqu'un pour donner le biberon. Et la réalité, c'est que le premier besoin de l'humain, c'est la relation. Donc, manger, c'est avant tout être en relation avec la personne qui va nous nourrir et nous donner à manger, surtout quand on est petit. Et la solution pour aller bien, c'est pas seulement manger, c'est manger en bonne compagnie. La solution est dans le problème, je continue sur cette dimension. Donc manger est la solution à la dénutrition. Vous voyez, il y a plein de pyramides aujourd'hui qui sont créées, hein, à l'instar de celle de Maslow. Et je trouve ça très rigolo. Vous savez que je suis un peu taquine, mais c'est incroyable de trouver des pyramides avec les besoins physiologiques. Les diététiciennes, surtout, ne faites pas une éruption de boutons tout de suite. J'arrive quand même à trouver sur Internet, dans les besoins physiologiques, manger et boire, on trouve finalement un soda et un hamburger. Voilà, donc je souris parce que on est vraiment dans une société où il y a de quoi devenir un petit peu fou et incohérent. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on pourrait se dire, effectivement, si on donne des hamburgers et du soda aux enfants des tout petits, je suis pas sûre qu'ils restent en bonne santé toute la vie. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil aussi, de dire attention à tout ce qu'on véhicule. Et là, j'ai trouvé une autre pyramide qui, moi, je trouve un tout petit peu plus sympathique. Et dans les besoins physiologiques, on trouve quelque chose d'important. On n'a pas seulement que manger et dormir, on trouve là deux petits bonhommes avec un cœur. Vous savez que vous, si vous voulez, vous aurez le support, qui dit qu'il y a ce besoin d'être en relation. Donc, manger, c'est la solution, mais manger de façon adaptée à son âge et à son corps, hein, aux dépenses énergétiques, à la façon dont on vit, ça c'est important, peut-être au pays, selon le pays dans lequel on vit, et manger en relation. Parce que ce qui est vrai, c'est que manger seul ou dans une ambiance stressante et insécurisante, ben, ça fait souffrir. Ça fait des ancrages parce qu'il y a plein de repas. Et si depuis qu'on est tout petit, manger, ça rime avec c'est triste, on me dispute, on me laisse tout seul. Alors là, petit clin d'œil à ce qu'on appelle l'hospitalisme, c'est finalement ces bébés qu'on a nourris, qui étaient séparés de leur maman notamment, et qui finalement se retrouvent dans un état de dépression très précoce, et pour certains même qui vont se laisser mourir de faim, parce que justement, ce qu'ils illustrent, c'est que avant de me nourrir de quoi que ce soit, nourris-moi de ta présence. Et si possible, nourris-moi de ta présence avec un visage chaleureux, parce que là, une petite vignette pareille sur plein de choses qui sont réexpliquées dans le livre notamment, c'est que euh, un parent qui est impassible, inexpressif, et qui donne à manger sans qu'il y ait de relief, ben, c'est presque aussi stressant que d'être tout seul. Ça veut dire que en face, c'est comme si j'avais plutôt une affiche, quelque chose qui n'est pas en vie. Et quand je mange, j'ai besoin aussi de sentir qu'en face, il y a de la vitalité, il y a du plaisir à partager. Un petit clin d'œil à Boris, hein, qui avait fait un livre sur les nourritures affectives. Et là, je vous ai remis une petite image qui illustre ce qu'on montre souvent aujourd'hui en psycho, et y compris sur les réseaux sociaux, c'est que ce qu'il y a, c'est que ces premières empreintes-là, elles vont laisser des marques et des années plus tard, et ben effectivement, à l'intérieur de nous, on les a encore. Et tout ce qui rentre du registre de l'alimentation, parce que on mange depuis petit, c'est absolument nécessaire, ça va créer des empreintes très précoces, très imprégnées en nous, et ça rentre dans ce qu'on appelle la mémoire procédurale, comme faire du vélo, et au fur et à mesure des années, ça va ressortir. Manger seul ou dans une ambiance stressante, insécurisante, c'est risquer de souffrir. Donc bah là, on voit, hein, si le bébé, on le force, alors doit-on forcer un enfant à goûter des nouveaux aliments? C'est difficile aussi. Personne ne nous a dit comment on doit s'y prendre. Donc, je ne suis absolument pas en train de dire que le métier de parent et le métier de donneur de soins est facile, mais il est évident qu'on a un peu tout essayé à travers les époques pour laisser un enfant, il va pas se laisser mourir de faim, le forcer à manger. Ce serait très difficile. Aujourd'hui, l'idée, c'est de passer de plus en plus par des dimensions ludiques et de se faire aider. Voilà, quand on est en difficulté pour donner à manger au petit, parce que le petit, des années plus tard, c'est pareil, ils sont encore tout jeunes, là, tous ces gens qui sont à table. Quand ça hurle, ça crie, eh ben, le repas, ça devient quelque chose de très difficile. Moi, je fais un petit clin d'œil aussi, c'est l'occasion ce soir à certains de mes patients. J'ai certains patients qui ont connu aussi la période où, finalement, si les parents s'agaçaient parce qu'ils mangeaient pas assez vite, on leur jetait un verre d'eau à la figure. Bon, je peux vous dire que ça jette un froid et des années plus tard, j'ai quand même un peu de mal à les remettre à table. Donc, ce qui est vrai, la solution est dans le problème.
Manger est nécessaire pour la nutrition, mais manger en relation est la solution. Et encore une fois aussi, manger tout seul, même si l'assiette elle a l'air équilibrée, là, c'est pas drôle du tout. Vous avez vu, lui, il mange tout seul. Alors, c'est sûr que ça a l'air de le faire beaucoup plus rire. Moi, je pense que les parents vont moins se marrer quand ils vont devoir le nettoyer. Ben non, en vérité, on peut imaginer que là, la petite fille, possiblement, elle n'est pas toute seule, mais de l'autre côté de la table, c'est triste, c'est lisse. Voilà. Et là, par contre, eh ben, on a un petit bonhomme, de l'autre côté, ça rigole. Et bon, bien évidemment, on peut revisiter la façon de se tenir à table, mais là, manger, ça va devenir quelque chose de joyeux, quel que soit ce qu'il y a dans l'assiette. Pour mon deuxième volet. Pour quelle raison un besoin ferait-il du mal? Parce que c'est quand même incroyable ça, alors que manger est essentiel à la vie. Donc c'est la conduite alimentaire et la façon de manger qui font du mal. Là aussi, on va retravailler sur des croyances, notamment donc toutes ces expériences qu'on a eues et qui sculptent dans notre cerveau et à l'intérieur de nous comme des vérités. Voilà. Donc il faut revisiter ces expériences, ne pas dire la croyance elle est fausse, c'est plus dire, mais comment ces choses-là sont installées? Alors, manger fait mal, manger fait grossir, ne pas manger serait une fierté, parce qu'apparemment, ça doit être une force. Trop manger est un espace refuge. Voilà. Inutile de dire que c'est faux, ça ne marche pas bien. C'est un vécu chez la personne et ces perceptions sont à écouter. Encore une fois, même si le trouble des conduites alimentaires a une dimension, c'est une maladie complexe. C'est aussi une maladie qui prend racine dans des expériences réelles. Et on ne peut pas dire à nos patients que ce qu'ils disent est faux. Il y a eu un moment dans leur vie où ça s'est avéré exact, peut-être même ça s'est répété. Et du coup, l'idée, c'est d'aller déloger comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Donc, comment est-ce que la personne a appris cela, quelles expériences elle a fait pour pouvoir petit à petit les réviser, les remodifier et faire en sorte aujourd'hui de faire autrement. Qui a dit cela aussi? Parce que parfois, alors le qui a dit cela, je vais prendre celui qu'on entend le plus, que manger fait grossir. Parce que je pense que 100% de nous, on l'a entendu. Oui, mais il faudrait que tu mettes le reste de la phrase. Peut-être manger trop fait grossir, ou manger peut-être à toutes les heures de ta journée, au long cours d'une journée, ça ferait grossir. Mais sinon, manger ne fait pas grossir par nature. Voilà. Manger, ça permet d'entretenir la machinerie humaine, lui permettre la croissance et d'éviter une trop rapide décroissance. Qui a montré des attitudes qui peuvent faire croire justement aussi, parce que des fois les gens nous disent, mais je n'ai jamais dit ça. Oui, mais si par exemple on évite de manger parce qu'on ne veut pas prendre de poids, ou on évite de manger parce que peut-être on rentrera pas dans son pantalon ou sa robe pour le mariage de la voisine, eh bien possiblement l'enfant il comprend vite, hein. Manger fait grossir. Et qui a failli en omettant d'expliquer aussi comment notre corps a besoin de nourriture. Ça, c'est une dimension aussi hyper importante. Pendant longtemps, on nous aidait pas tellement sur ces dimensions. Aujourd'hui, même à l'école, on explique aux enfants comment ça marche le corps humain, pour d'autres dimensions hein, d'ailleurs que celle de la nutrition. Et on doit aussi expliquer en quoi manger, c'est important. Voilà, ça fabrique des cellules, ça permet d'être plus fort, ça permet de grandir. Bon, et pas que la soupe hein, d'ailleurs, hein. Penser à éduquer donc sur le fonctionnement humain et la notion de soin, prendre soin de sa santé. Euh, je pense à Romuald, voilà, je sais que tu es là. Le nombre de fois où tu m'as dit, c'est incroyable, je n'imaginais jamais que quand j'accompagne mes patients, j'allais devoir leur rappeler à tous, quasiment presque, que boire est nécessaire, dormir est nécessaire pour être en bonne santé. Voilà. Et pas seulement que manger. Parce que prendre soin de soi, on peut se dire, mais tout le monde sait comment ça fonctionne un corps humain. Tout le monde sait comment on prend soin de soi. La réalité, c'est que possiblement on l'a su, et encore, on n'apprend pas à tous les enfants aussi ce qu'il y a de bon à bien à manger, comment ça marche un intestin, voilà comment ça marche dans le corps humain. Et on oublie, puisqu'il y a quand même quelques injonctions de la société à pas s'écouter et à faire vite, et possiblement à fonctionner un petit peu comme des machines. Alors une machine, ça n'a pas besoin de boire ni de manger régulièrement. Donc, on doit vraiment aussi accompagner beaucoup, ça s'appelle de la psychoéducation, mais c'est d'éducation hein, autour de comment on marche, nous les humains, aider à comprendre comment ça fonctionne, le corps humain, combien manger, boire, dormir est crucial. Et c'est pas là pour nous faire grossir, c'est là pour l'entretien. Voilà, de l'intérieur de nous, et y compris aussi pour pouvoir penser, parce que le cerveau, c'est un gros consommateur de carburant. Savoir soi-même prendre soin de soi et bien différencier le corps en santé du corps esthétique, parce que finalement,
On a tous à un moment tenté d'être joli et prendre soin de soi à l'extérieur pour avoir une belle image, être en représentation et puis plutôt avenant, mais on ne regarde pas suffisamment ce qu'il se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, ben, effectivement, ça se dégrade au fil des années. Revisiter les mots régime et nuancer les offres d'aide à maigrir. euh, Parce que, et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, ça c'est aussi un coup de cœur à mes collègues diététiciennes, en leur disant, mais pour aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, c'est plus jamais les diététiciennes qui proposent de maigrir, hein. C'est sur les réseaux sociaux, tout le monde vous propose des offres pour maigrir à longueur de temps. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de se dire que possiblement on pourrait manger et ne pas risquer de grossir. Parce que si tu maigrir, tu penses à grossir. Et les régimes, régime à la base, c'était pas un gros mot. On donnait d'ailleurs des régimes euh, pour pouvoir être en bonne santé. Donc, il faut peut-être aussi réhabiliter tout ce mot. C'est pas régime hypocalorique d'office. Et revoir les campagnes de prévention, même si c'est formidable de faire de la prévention, mais quand on dit ne mange pas trop sucré, trop salé, trop, globalement, on entend ne mange pas et ne mange pas trop. Et possiblement, bah, si tu manges encore moins, ce serait mieux. Voilà, donc, il faut faire très attention aussi à la communication autour de la prévention. Et dans cette dimension, donc le TCA, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi tout ce travail sur le corps, la relation au corps, le prendre soin de soi. Le gros travail, c'est revisiter l'image, le rapport à l'image et au corps. Notre corps, c'est pas une image. Notre corps, c'est quelque chose qui vit, c'est du vivant et qu'on ne peut pas sculpter à souhait. Donc, le TCA, c'est un trouble de la conduite psychosociale aussi, car le corps est vécu comme un petit peu cette devanture. Ouais, j'allais vous dire un peu, c'est votre image publicitaire du moi social qu'on expose un petit peu partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la critique est dure. Voilà, la critique est dure. D'autant plus, je rappelle qu'il y a une partie des images qui sont retouchées. Peut-être pas la vôtre, hein, d'ailleurs, au quotidien. On est dans une société de consommation. Or, manger, c'est pas consommer. Mais aujourd'hui, ça rime avec ça. Voilà, manger, ce serait consommer, pas tout à fait. Une société qui prétend étiquette mince, c'est être heureux et performant. Je suis pas si sûre que ça. Voilà, parce que je suis pas sûre que ça suffise au bonheur. Comme à une époque, on disait que possiblement pour être heureux, il faudrait être riche. Je suis pas si sûre non plus. Une société où la nourriture est une vraie drogue en vente libre à toute heure. Parce que, alors moi, je suis peut-être une vieille branche pour vous dater. Euh, je suis née en 1970. Moi, je n'ai pas connu au départ les distributeurs et les magasins ouverts en permanence. Or, quand on travaille sur les drogues, il est dit que la consommation de drogue augmente parce qu'elle est plus à disposition. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est là à profusion et tout le temps. Alors évidemment, on pourrait éviter de la consommer, mais en même temps, comme non seulement elle est dans les magasins, mais elle est sur votre télé en permanence, et puis finalement ça traîne un petit peu partout, c'est quand même pas facile d'y penser. Et alors, pire, c'est, on dit souvent que le TCA, ou on le disait en tout cas, que c'est une maladie du paradoxe. Est-ce que c'est pas un paradoxe ou plutôt quelque chose qui rend fou et qui est incohérent, c'est de vendre de la nourriture en permanence et de faire des campagnes de prévention à côté par rapport au risque de prise de poids. Bien sûr, vous le savez, mais je me permets de le rappeler, hein. Donc, c'est une société où finalement on deviendrait un petit peu fou quand même. Donc, le vrai mal, il est ailleurs. C'est, et je voulais appuyer sur ce point. J'avais plein de choses à dire, mais je voulais appuyer sur ce point. C'est croire que l'on peut sculpter le corps à volonté selon ce qu'on mange. Parce que c'est quand même ce qui a été véhiculé au fil du temps. Le problème, c'est que c'est une matière malléable un peu le corps, mais jusqu'à un certain point. Et du coup, on finit par lui faire beaucoup de mal. Donc derrière le trouble des conduites alimentaires, il y a un gros travail sur la relation au corps, mais pas directement est-ce qu'on le trouve beau, est-ce qu'il a assez de poids ou rien. C'est quoi un corps? Mais votre corps, c'est vous, et c'est quelque chose qui vit, qui est vivant. Et on ne peut pas le sculpter à souhait. Donc, c'est pas une image. Nous faire croire qu'avec une alimentation contrôlée, on pourra tous ressembler à une icône de magazine, ça va pas du tout. Faire des calculs et des pesées dans tous les sens, c'est pas tout à fait adapté parce que la biologie, elle n'est pas logique et mathématique. Faire du sport à l'excès, bah, c'est pas la garantie qu'on sera tous en bonne santé. Puis comme de toute façon, un jour, il y a l'arrêt du sport, ça pose problème. Des miroirs partout. Il y a des miroirs partout. Et du coup, là aussi, est-ce que se voir en permanence, c'est aidant? Et cette peur
ben, partout, finalement, il y a cette peur du gros, hein, ce qu'on appelait la grossophobie aussi. Euh, Gros parce que ça signifie maladie, manque de volonté, on ne sait pas trop quoi. Je me suis dit, mais finalement, on est en train de devenir tous ou harceleurs ou harcelés dans cette société où, sans arrêt, il y a des images qui nous véhiculent que on pourrait sculpter notre corps à souhait et que si on ne le fait pas bien, d'ailleurs, c'est possiblement parce qu'on a un manque de volonté. Alors, je vous remets quelques images, hein, toujours pareil, c'est des trucs que je pique à droite, à gauche sur Internet, il y en a des milliers, je crois qu'au Romuald, une fois, tu nous l'avais expliqué. Euh, ben oui, on peut sculpter, 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 mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Là, la petite vignette là que vous retrouverez, c'est un des logigrammes qui est notamment sur l'association Autrement, mais il y en avait plein d'autres qui ont été faits en outils pédagogiques, hein. Euh, le trouble des conduites alimentaires, bien évidemment, il y a la société, donc avec notre société d'image qui s'en mêle. Il y a la famille, mais parce que la famille, elle véhicule quoi? Aussi la société de l'image. Et puis la famille, elle a des pensées, elle a des idées, justes ou pas, sur l'alimentation, sur la silhouette, sur le corps. On a aussi un patrimoine génétique et celui-là, on sait aujourd'hui qu'on peut moduler la génétique par ce qu'on appelle l'environnement, le poids de l'épigénétique, si on veut dire quelque chose de sachant. Mais jusqu'à un certain point, et là je taquine Cécile parce que tu as le droit régulièrement, mais en même temps c'est tellement facile de dire. Cécile, elle mesure 1,80 m ou 85, je ne sais plus exactement, mais de toute façon, dans sa génétique, même si elle a essayé avec le poids de l'environnement ou si elle a essayé de changer les choses, elle ne pouvait pas mesurer 1,60 m. Voilà. Donc, il y a une réalité aussi fort que on ne peut pas changer sa taille à souhait, on ne peut pas moduler tout son corps à souhait non plus. Le TCA, il arrive donc avec ces injonctions-là. Une forme de mal-être, ben oui, mais en même temps, c'est pas facile hein, de se sentir bien. Alors on dit à l'adolescence, mais quel que soit son âge aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se sentir bien quand sans arrêt on est en train de vous dire qu'on peut paraître plus mince, plus jeune, plus beau, plus tout. Voilà. Ben, du coup, il y a des sans arrêt, on finit par être, je disais tout à l'heure, harcelé. Et c'est comme des micro-traumatismes qui s'installent. Donc, le corps, il est traumatisé par le poids de nos mots à tous, hein, les mots qu'on dit, les commentaires. J'ai vu tout à l'heure sur les réseaux, je jetais un œil juste avant pour voir ce qu'il y avait. J'ai vu qu'il y a une de nos jolies mannequins qui a vieilli et a priori, alors c'est marqué body shaming à propos de cette femme-là, parce que quand elle a monté les marches à Cannes, quelques-uns ont fait des commentaires parce qu'elle avait pris un peu de poids. Oui, et donc, voilà. Et je me dis, ce qui est terrible aussi, et là je vais être un petit peu acerbe aussi, et ce qui est terrible en plus, ce sont des femmes aussi qui font ces commentaires. Donc je me dis, c'est quand même notre travail à tous, faut faire attention à nos mots. D'où je commente le corps des autres. Le corps traumatisé donc par le poids de nos mots à tous, parce qu'effectivement aussi en termes génétiques, il faut se rappeler qu'on n'a pas tous le même bagage et qu'il y a des prédispositions aussi à certaines normes entre guillemets familiales pondérales. Et on ne peut pas complètement lutter contre la génétique, même si on peut un petit peu la transformer. Le régime, en vérité, c'est une tentative de contrôle et de sécurisation. On essaie de se sécuriser, de retrouver des repères face à une société qui justement a défait tous les codes et qui quelque part n'accepte plus que la génétique reste la génétique. Donc je suis désolée, mais si un petit veau naît petit veau, il va pas se transformer en cheval. Voilà, voilà si je fais une analogie animale. Et même si la famille, elle tente de faire bien, globalement, bah, la famille, elle est inscrite dans cette société et tous ces discours incohérents et cet excès de discours, ça finit par nous insécuriser tous. Donc, le régime, leur façonnage, c'est une tentative d'essayer de nous stabiliser, mais c'est une mauvaise tentative. Et bien sûr, ça peut mener à l'anorexie, mais ça mène à tous les autres troubles des conduites alimentaires. Je fais un petit tour très rapide, encore une fois, parce que c'est des choses un petit peu délicates, mais c'est expliqué maintenant à d'autres endroits sur les sites internet. Et puis dans le livre, on a essayé de les rendre très accessibles. Il y a une grande étude qui s'appelle les études AS, des expériences adverses de l'enfance, qui a été menée sur, il y a 9500 personnes qui sont allées jusqu'au bout de l'étude, 17 000 initialement. Cette étude, qui a été finie en 1998, elle étudiait le poids de ce qui se passe comme, on va dire, expérience difficile dans l'enfance.
donc possiblement aussi finalement sans arrêt qu'on nous crie dessus pour manger sous motif de bonne santé au moment des repas. Et ça a permis de montrer et de vérifier qu'effectivement, si on vit trop de certains types d'expériences adverses dans l'enfance, ça nous prédispose à des atteintes de nos capacités sociales, émotionnelles et cognitives, vous retrouverez ça. Ça a des conduites à risque pour sa santé, donc le trouble des conduites alimentaires est une conduite à risque pour la santé. Ça mène jusqu'à des maladies. Le TCA est une forme de pathologie chronique une fois qu'il est installé, et ça donne aussi des problèmes sociaux et une forme de handicap. Et moi, pour l'avoir vécu, bah, je peux vous dire que le TCA, c'est un vrai handicap, parce que quand on n'ose plus sortir de chez soi et on n'ose plus se regarder dans un miroir, la vie devient un petit peu compliquée certains jours, et ça peut amener la mort précoce. Donc, bien sûr, ça ne parlait pas que des troubles des conduites alimentaires. D'ailleurs, ça avait été surtout mené sur les troubles type obésité, mais on peut l'élargir aux autres troubles. Et le fait est que, du coup, ce que l'on fait dans l'enfance, c'est des facteurs de protection pour l'avenir. Là, j'ai remis une petite vignette, c'est sur les troubles de l'oralité qui montre aussi, aujourd'hui, on fait des liens entre TCA et troubles de l'oralité, TCA et TDAH, TCA et TSA. On peut faire plein de liens, mais en vérité, le fond commun, c'est les premières expériences de l'enfance. euh, Elles vont soit constituer des facteurs de protection pour l'avenir, pour prendre soin des autres et de nous-mêmes et de notre corps, donc, soit effectivement la répétition, même sur motif de bonnes intentions et d'éducation, ça peut créer des perturbations qui, sur la génération d'après et les générations après, vont avoir des atteintes plus sévères. Personne n'imaginait ça. Voilà. L'idée, c'est on n'a jamais pensé maltraiter les enfants pour leur souhaiter du mal à l'avenir. On est en train de le comprendre. Ici, finalement, c'est la même pyramide hein, qui reprend finalement, qui montre que fonction de ce que l'on vit, et ben effectivement, ça peut nous mener aux troubles des conduites alimentaires. Et encore une fois, si vous voulez, je vous enverrai le support. C'est une petite image qui n'a pas eu la place dans le livre, parce qu'il y en aura un autre livre, mais je fais un petit clin d'œil parce que je l'ai fait dessiner à mon fils, elle est là et justement qui a essayé d'illustrer aussi comment euh, même ce que l'on a vécu en transgénérationnel, on sait aussi le poids des guerres et de plein de choses, ça va sculpter au fur et à mesure qui on est et possiblement amener aux troubles des conduites alimentaires. Tout ça, en vérité, on le savait déjà. Il y a des bouquins qui décrivaient déjà. Le corps ne ment jamais. Le corps, il garde des empreintes de ce qu'on a vécu de pas facile quand on est petit. Donc, c'est Alice Miller qui avait écrit à l'époque. Le corps n'oublie rien. Bessel van der Kolk, qui travaille beaucoup en psychotraumatologie. Le corps de l'enfant est le langage de l'histoire de ses parents. Pareil, Willy Barral, donc d'une autre époque. Madame Dolto, qui est plus connue aussi. L'image inconsciente du corps façonnée, mais alors pas que par les parents. Il faut réélargir par tout l'entourage. Donc, le trouble des conduites alimentaires, c'est aussi ce rapport au corps qui parle aussi de tout ce qu'on a de stocké dedans, et c'est une forme de langage du corps, mais qu'il faut décoder. Je finis mon dernier volet. Le mal est partout où l'on veut faire plier et combattre le mal TCA par la menace et la maltraitance. On est le produit de quelques générations où on attendait de soigner le mal par le mal. Bah, voilà, on traitait à la dure, hein, mais pas que les patients qui souffrent de TCA, d'autres pathologies aussi, par l'isolement, par l'enfermement, par la camisole chimique, voilà, il y avait plein de choses qui étaient mises en œuvre. Plus le temps passe, plus on s'est aperçu que c'est peut-être pas la bonne solution. Et l'idée, c'est plutôt d'apaiser et de réparer justement la relation, à réparer les relations, c'est-à-dire au corps, à l'alimentation, aux autres. Depuis petit, on mange avec le soutien et le regard de l'autre, son sourire, sa voix, des odeurs. L'alimentation, c'est, vous voyez, c'est génial, là, cette maman, là, avec son tout petit, on voit, elle ouvre la bouche en même temps. Il y a beaucoup de connivence, là. L'alimentation, c'est sensoriel et relationnel. On absorbe tout. On absorbe la cuillère, mais on absorbe aussi les gazou-gazou de maman à côté. Donc, l'idée, c'est de manger dans une niche sensorielle riche et paisible. Et ça, la niche sensorielle, c'est une expression empruntée à Boris. Aux grands mots, les grands remèdes, parce que des adages, j'aurais pu en trouver des tonnes. Ben non, surtout pas aux grands mots, les grands remèdes. Nous, on va surtout trouver des bons mots. Et finalement, le prescripteur de solutions, c'est-à-dire le soignant, mais aussi tous ces gens bien pensants hein, qui disent aux malades, t'as qu'à manger ou pas manger, qui disent aux parents, bah quand même, vous avez qu'à la forcer ou vous avez qu'à insister. Non, ça marche pas très bien. Voilà, c'est pas facile. La violence, la confrontation, la punition, c'est pas une solution.
le trouble des conduites alimentaires, c'est déjà l'expression dans son corps de vécu difficile. C'est comme si on avait internalisé tout à l'intérieur. Donc, si on rajoute du conflit externe au conflit interne, ça ne peut pas aider. Alors, comment on aide? Ben, la bonne alimentation, ça passe par une bonne communication, par une ambiance plutôt sympathique à table. Euh, Dans la société moderne, il y a des trucs pas sympas, mais il y a un truc super chouette aujourd'hui, c'est qu'à la limite, on peut manger de façon tellement variée. Et allez, je nous ai remis le petit là parce qu'il me plaît trop, j'ai pas pu résister. J'aurais pas été ravie si c'était mes enfants, mais il me dit aujourd'hui, avec la DME, avec plein de découvertes, les mamans, par certains côtés, elles sont un petit peu plus cool qu'on a pu l'être à une époque. On scotche plus les mains sur la table pour se tenir correctement. On met plus, voilà, on a le droit de mettre les coudes sur la table. Et ce bébé, bien sûr, c'est pas très propre, mais il a quand même l'air d'avoir un rapport à l'alimentation et la convivialité. Ça risque peut-être d'être un peu sympa plus tard. Ce sera toujours le temps de corriger voilà, sa façon de se tenir à table. Se mettre à table, c'est se mettre en relation. Cela ouvre l'appétit et en douceur rassasie. Je crois que j'ai fait quelques vers. Voilà. Je vous montre une petite chose, l'échelle des besoins d'un néophobe. J'ai trouvé ça pareil sur Internet, trop chouette. Voilà, je me dis, ok, néophobie, c'est aussi un trouble des conduites alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme prescription pour aller bien? Manger à sa faim. Oui, ok. Et je vois les items dessus. Accepter sa situation, se blinder face aux remarques des autres. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. C'est finalement, on est en train de dire à la personne qui est en difficulté, bon, bah, débrouille-toi comme tu veux, mais il va falloir te blinder face aux autres. Et après, c'est marqué l'échelle du dessus, prendre plaisir à manger. Ah bah, je me dis, ça va devenir un tout petit peu compliqué, hein. Voilà. Et petit à petit, bon, on monte les niveaux comme ça. Manger des aliments sociaux, manger plus sainement équilibré, manger sans se poser de questions. Et je me suis dit, mais c'est génial, hein, c'est super, moi je trouve ça génial qu'on fasse plein de trucs aujourd'hui. Et en même temps, je me suis dit, mais cette pyramide, il faut que la personne qui explique ça, elle dit des choses intéressantes dedans, mais vraiment, il faut travailler autour. Et puis, je me dis, c'est pas possible qu'on demande encore à quelqu'un qui est malade ou en début de TCA qui va devenir malade, que ce soit à lui de se blinder face aux remarques des autres. Voilà, donc j'ai retrouvé ça. Et là, pareil, ben, sécurisons les fondations, replacions quelques niveaux de la pyramide de Monsieur Abraham. Hein, voilà, donc il disait, ben oui, dans la pyramide, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'amour. Moi, je remettrais d'abord les besoins relationnels. Et la relation, c'est pas toujours aimer. C'est être en relation, c'est apprécier être ensemble. Voilà, c'est aimer partager autour du repas. C'est pas le, on code pas la quantité d'amour, mais le plaisir à se retrouver ensemble et à être en relation autour du repas. Et après, on mettrait, du coup, ça développe le sentiment de sécurité. Donc, quand on est dans cet espace relationnel qui sécurise et qui nourrit, on pourra ensuite avoir des besoins physiologiques. Ça aide à développer le sentiment d'appartenance, de l'estime de soi et à grandir. Voilà, donc j'espère que je ne fâcherai pas Abraham, mais je crois qu'il est temps aussi qu'on remanie des petites choses. Et là, j'ai été piquée à d'autres. Donc, ceux qui me connaissent, ils reconnaîtront. La fenêtre de tolérance de Monsieur Daniel Siegel, le parc de Monsieur Daniel Siegel que j'ai revisité. Il y a cet auteur qui travaille beaucoup sur l'attachement, très chouette, un psychiatre américain. Je vous invite à lire ses livres, ils sont assez simples. Il a écrit sur le cerveau de l'enfant, le cerveau de l'ado. Jamais de culpabilisation, mais finalement, j'ai repris son parc. L'alimentation, il faut que ça se passe dans la protection, sentiment de protection et de sécurité, avec de l'attention. L'attention, c'est du temps, de la disponibilité. Dans le réconfort, la pleine présence, la chaleur et le sourire. Si on n'aime pas une chose, et ben on va changer au fur et à mesure. Et la confiance, compter sur l'autre et le droit à l'erreur et à l'aide. Voilà, quel que soit ce qui se passe, soit si j'aime pas, soit si je mange maladroitement, pour pouvoir petit à petit prendre plaisir. C'est un endroit de grande croissance. On travaille tout, la motricité, la dextérité, on travaille tout autour d'une table quand on est petit. Et l'idée, c'est de pouvoir apprendre à l'enfant à manger en restant dans ce qu'on appelle aujourd'hui la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle et relationnelle. Et si on veut que l'enfant puisse manger dans un état d'être plutôt serein, bien-être, plaisir, régulation émotionnelle, capacité d'apprentissage, ouverture sociale, flexibilité, adaptabilité, hein, c'est des choses qu'on trouve maintenant régulièrement, c'est bien, on fait beaucoup de psychoéducation sur Internet, ben faut-il encore que maman aussi, elle soit capable d'y rester. Voilà. Donc, quand en tant que parent on est super active et qu'on est prêt à péter un câble, il faut mieux passer le relais et la petite cuillère à quelqu'un d'autre. Là, le dessin, il est fait aussi autrement. Voilà, ce qui montre que
C'est une illustration du système nerveux autonome et du cerveau humain. Quand on est dans le sourire, qu'on est bien engagé dans la relation, ben, la nourriture, ce qu'on appelle le système nerveux, le frein à l'accélérateur du corps humain, tout va être stabilisé. Quand malheureusement le parent s'énerve, l'enfant il va aussi s'énerver, il va être dans le stress. Comme il ne peut pas franchement combattre et fuir, il va être en fort fort stress. Le résultat des courses, c'est qu'il va éviter de manger ou il va manger pour ne plus sentir, mais du coup il sera plus en relation avec son corps et ses besoins. Et à l'inverse, si le parent, pareil, fait trop trop peur et possiblement, alors soit il est impassible, il n'est pas là, et du coup j'ai peur d'être tout seul, ou s'il crie vraiment trop trop fort et que j'ai peur et que je me fige, bah, je vais pas pouvoir manger. Et ou alors je vais avoir le sentiment de manger et en étant complètement dissocié de mon corps, complètement absent. C'est des petits schémas qui ont été repris du livre. Dernier aspect, on en a déjà parlé, hein, j'ai aussi repris plein de choses qu'on a déjà pris dans d'autres conférences, mais c'est par la répétition et l'ajout aussi qu'on saisit tout ça. Euh, Nous, les humains, avant même aimer, il y a le besoin de s'attacher, voilà, d'être en relation avec un autre humain qui va prendre soin de nous. On pourrait dire c'est que l'attachement prévaut sur l'amour, tout comme la relation de bon attachement prévaut sur la nutrition, hein. Et quand on est bien attaché, on va pouvoir explorer le monde. Quand on est bien attaché, on va pouvoir bien prendre soin de soi. Le système de caregiving et d'exploration sont équilibrés si de l'autre côté, on a beaucoup de sécurité. Du coup, un parent qui sécurise, eh ben, ça va faciliter l'exploration et le prendre soin de soi en termes alimentaires. Voilà, donc l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, plus on y met de sécurité, moins l'enfant aura peur et mieux il sera explorateur ben, de sa différenciation corporelle et de l'alimentation. Et du coup, pour pouvoir continuer à soigner, on a aussi besoin que les soignants, les accompagnants, ben, retrouvent. Voilà. Alors, on va pas donner à manger à nos malades adultes comme s'ils étaient des bébés. C'est pas ça le projet. On va pas les infantiliser, mais du coup de leur redonner cette envie de partager et que ce soit coloré, ce soit ludique et qu'ils sentent qu'avant tout, le premier plaisir, c'est d'être avec eux. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui est là. J'ai adoré. Je la remercie. C'est quelqu'un qui a dû mettre une sonde pour pouvoir faire face aux troubles des conduites alimentaires à un moment donné. Je vous rappelle qu'on l'utilise dans la dénutrition, mais parfois on l'utilise aussi dans les compulsions, hein, la sonde, euh, le temps qu'elle puisse recharger un peu sa biologie. Et en même temps, c'était pas très rigolo parce qu'il y a une espèce de grand bâton auquel était accroché la nutrition. C'était pas terrible. Alors, eh ben, elle a trouvé un truc génial. Elle lui a mis un déguisement, ce qui fait que du coup, elle a une sonde qui a une tête super sympa. Et du coup, quand la sonde, elle est finalement en relation avec la sonde et qu'elle est nourrie par la sonde, et elle a aussi une sonde qui est vachement sympa de l'autre côté, tellement sympa que son chien est capable de venir faire des câlins au pied de la potence, là. Voilà, c'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Voilà, un petit clin d'œil et merci. Il est temps de travailler sur les relations donc dans les TCA parce que notre besoin de relation, il est primordial. La relation, j'ai trouvé une petite phrase qui dit c'est l'apéro qui ouvre l'appétit de vie. Bon, voilà, ça sera la phrase du jour. Vieillir, c'est embêtant, mais c'est la seule façon de vivre longtemps. Et moi, je vous rajoute ce que je vous ai déjà dit la dernière fois. Vieillir, c'est chouette. Et l'idée, c'est lui donner du temps, du soin, ça le fera vivre longtemps. C'est ce que l'on met dans la petite enfance, c'est prouvé avec les études AS notamment, c'est ça assure une plus longue vie. Alors, j'ai un petit coup de stress, puis d'émotion en même temps, parce que pour moi, ça a été 8 mois de premier travail et ensuite 12 mois supplémentaires parce que vous avez concocté un premier livre. Je suis allée chercher Daniel Rigaud pour le faire. Ça fait des années que je me formais parce qu'il me tenait à cœur. Et on nous a demandé de le remanier, ce qui initialement était un peu plus à destination des pros. Et je remercie Juliette des éditions De Buck, je peux le dire parce qu'elle a été géniale. Elle nous a dit, moi je veux que vous nous fassiez un livre tout public parce que ça n'existe pas d'amener les TCA sur ce registre-là. Par contre, elle nous a remis au boulot, ça a été très dur. On a mis beaucoup, beaucoup d'heures de travail avec Daniel. Il m'a fait confiance là-dessus. C'est moi qui j'ai suivi d'autres fois, mais sur celui-là, c'est lui qui m'a suivi. Et du coup, le bouquin, il s'intitule Réparer la relation pour sortir des troubles alimentaires. Tous, voilà, tous les troubles, en vérité, on met comme d'habitude les grands titres, mais il y a tout.
où on a rassemblé tout ce qu'on a appris ensemble sur la nutrition, sur l'alimentation. Je vous rappelle qu'il est médecin, moi en tant que psychotraumatologue, et puis tout le parcours que j'ai été faire sur l'attachement. Et puis, bon, bah, j'ai deux petits monsieur, non, deux grands monsieur, hein, Michel Delage et Boris Cyrulnik, qui ont accepté aussi de faire une préface, pas pour notre gloire à nous, mais simplement aussi pour que, enfin, ça donne un petit peu de poids. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que soigner le mal par le mal, c'est pas très très juste. Et du coup, euh, comprendre enfin que le trouble des conduites alimentaires, c'est depuis toujours, je le dis, pour moi, c'est une maladie d'abord de la relation et de la communication. Et que du coup, comme dit Boris, il faut aider les mamans, il faut réchauffer les mamans. Ce n'est pas la mère qui abîme l'enfant, contrairement à ce qu'on disait dans les TCA, c'est le malheur de la mère qui des fois abîme sa relation à l'enfant. Donc il faut aider à tous les niveaux et bien sûr, il faut aider les papas aussi. Dans le bouquin, on a fait des petits dessins. Alors, la recette pour avancer dans les TCA, dans une grande et chaleureuse marmite, mélangeons ensemble, en douceur, avec vaillance et persévérance, tous les ingrédients nécessaires à un bon petit plat partagé. Ajoutez sans modération de larges pincées de sourire. Touillez, touillez, ça c'est un petit clin d'œil à mon petit-fils, touillez, touillez longtemps, touillez plus tendrement. Laissez sur le feu le temps qu'il faudra. Goûtez de temps en temps, goûtez plus, goûtez mieux, petit clin d'œil Erickson, et tournez délicatement les pages de ce livre. Alors vous le lirez ou vous ne le lirez pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on y a mis tout notre cœur, en espérant aussi que ça va faire bouger les lignes, qu'on va soigner avec beaucoup plus de douceur. Il y a plein de techniques où il y a de la compétence, mais ça manque franchement de douceur et de chaleur à plein d'endroits. Donc nous, on vous demande tous ensemble, parce que ça nous concerne tous, la bientraitance, le regard sur l'autre, et si on souffre pas de TCA, on a tous mangé un jour et peut-être qu'on s'est tous moqués aussi de quelqu'un un jour. Donc ça serait bien de cesser ça. Donc d'y croire, d'être aidé, de vaincre les peurs, de s'y consacrer. Voilà, on peut le faire tous ensemble. Voilà. Si j'arrive à tourner la page, ça fait comme l'autre jour. J'ai encore fait des bêtises. J'arrive plus à tourner ma page. Je crois que escape. Attendez, je vais réussir à. Ah, il me reste une page. Je vais y arriver. Voilà. Donc il nous faut vivre ensemble. Euh, Traverser ensemble et du coup l'idée c'est d'être partenaires tous là-dedans. Il faut du temps pour guérir avec des gens qui prennent du temps pour bien saisir, pour bien comprendre cette maladie plutôt que juger et mieux comprendre et mieux pouvoir se relier. Donc l'idée en plus c'est de le faire avec joie. Je vous rappelle, hein, les câlins ça nourrit aussi. Se former, comprendre pour mieux aider avec des qualités relationnelles adaptées et puis retenir que pour tout ça il nous faut du temps. Donc, on prendra le temps qu'il faut, mais j'espère bien que dans une génération, on sera capable de plus d'attention, de disponibilité, pour avoir des croissances plus harmonieuses, et puis faire que c'est une vraie galère de sortir du TCA, mais si on peut éviter de l'attraper, non, de le développer, ce serait bien. Voilà, merci de votre attention. Je suis super émue, je suis désolée. J'ai hâte de lire le livre. J'ai mis tellement de mon cœur que, je vous le dis, hein, c'est pas du tout, c'est rien, c'est une histoire personnelle, hein. C'est, j'espère, foncièrement et profondément qu'on va arrêter de négocier un appel à une maman auprès de nos jeunes malades, qu'on va arrêter de traiter les gens de menteurs, qu'on va arrêter de douter, présomption d'innocence du patient, euh, parce que soigner le mal par le mal, en vérité, ça marche pas du tout dans ces maladies. Et puis j'ai une vraie pensée, d'ailleurs il y a Claire dans le bouquin. J'ai une vraie pensée et une vraie pensée pour vous aussi, vous y êtes mes collègues, parce que c'est un long chemin que de comprendre ces troubles, que d'en sortir. Et j'ai l'impression que des fois, on est une goutte d'eau pour lutter. Et de l'autre côté, il y a le raz-de-marée des réseaux sociaux et de toutes ces aberrations qu'on entend tout le temps. Les gens sont harcelés en permanence. Maintenant, finalement, je vais dire, c'est même plus la couleur de peau, c'est même plus la couleur de cheveux. C'est finalement, on a tous un problème, hein, on est tous de travers. Et je voudrais bien qu'il y ait un tout petit peu plus de tolérance parce que ça remplit nos cabinets, mais moi, j'en suis pas réjouie du tout. Voilà. Merci à tous. Je coupe l'enregistrement.